How's our microphone? Our microphone's pretty good right now. Thank you all so much. We're very, very thrilled now for this segment, and I'm very, very happy. I'm going to put that safely there. No, I'm not. I'm going to hold it. But I'd like to now introduce you to a gentleman who's been in politics just a few years, but has a very, very successful private career as a businessman in agriculture, in energy, in free zones as well, just since we've come off the back of that. And so let's get him up here because I know we don't have a whole lot of time. I'd like you to give a very, very warm, rousing welcome, our grand finale of the evening, to the President of the Republic of Haiti. Please welcome His Excellency, Mr. Juvenal Moise. My absolute honor, Your Excellency, you're most welcome, and I'm going to give you this. Now, I will speak in English, and I was joking being Irish, that's my second language, and His Excellency will speak in French. So between the two of us, we will have a wonderful conversation here, and I'm so looking forward to this. So, which reminds me, my French is not good enough too, I need to get ready as well. So I do believe English is on channel 1. And so what I'd like to talk to you about first, you have a very ambitious plan for your country. When we look at Haiti, we sometimes look at the headlines for perhaps the wrong reasons. And we've seen some maybe devastating headlines over the years too about Haiti. But you have really taken this on board, and you've left a very comfortable private life, and you've now joined politics. And always you've said there are probably about key, maybe 7 areas that you want to really look at, and you really feel are absolutely necessary for the development of Haiti, to really renew the country and to bring it in a new direction. So perhaps if you might share with us those key 7 areas that have to be looked at, and then we'll look at some of them in depth. Merci. Merci. Premièrement, je dois remercier les organisateurs du Global Forum, le Business Forum, parce que c'est une opportunité pour Haïti aujourd'hui d'être là, à Panama. Et comme vous venez de le dire, j'ai laissé mon confort du secteur privé pour venir dans la politique. C'est parce que, après le tremblement de terre qui a coûté la vie à 300 000 personnes, okay. Justement, comme je viens de vous dire, en 2010, Haïti a connu un tremblement de terre de magnitude 7.2, et il y a eu 300 000 morts. Et après ce tremblement de terre qui a coûté, je dirais, la vie à 300 000 personnes, ensuite, nous avons perdu en fait 120% de notre PIB. Et le pays de 2010 à aujourd'hui a fait d'énormes progrès, mais le peuple a beaucoup souffert. Et c'est pour cette raison, en 2014, j'ai pris la décision, parce que moi je dois vous dire que je viens des zones rurales aussi, et j'ai eu la chance d'être éduqué à Port-au-Prince, et ensuite intégrer le système financier haïtien et avoir la possibilité de faire des emprunts et investir dans l'agriculture en Haïti. En prenant cette décision de laisser mes activités privées pour entrer dans la politique, ça a été une décision, je dirais, difficile, mais je l'ai fait parce que je pense qu'aujourd'hui, Haïti a besoin des hommes et des femmes pour remettre ce pays sur la carte mondiale, parce que nous étions, je dirais, la perle des Antilles, un pays où il faisait bon de vivre, un pays qui était, il y a plus de 200 ans, qui était
le grenier de la France. Et maintenant, c'est pour ça que nous avons pris cette décision. Et je dois vous dire les 7 priorités, les 7 axes prioritaires qui sont en fait les fers de lance de ma politique pendant mes 5 années de mandat, qui sont, je dirais, la réforme de l'administration publique en faisant entrer des jeunes dans l'administration publique sous forme de concours. Deuxièmement, je veux parler des infrastructures routières, parce que le pays n'est pas interconnecté. Nous avons 146 villes en Haïti, mais les villes ne sont pas interconnectées entre elles. Troisièmement, il y a le secteur de l'énergie, parce que parmi les 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans la Caraïbe, 7 millions se trouvent en Haïti. Quatrièmement, il y a le secteur de l'environnement, parce que nous avons besoin d'une meilleure résilience pour les catastrophes naturelles. Cinquièmement, il y a le secteur, il y a le tourisme, parce que nous sommes en train de faire la promotion du tourisme de croisière aujourd'hui. Et sixièmement, nous voulons parler de l'agriculture, qui est en fait l'un des secteurs clés pour le développement d'Haïti. Et en 7e position, c'est l'éducation. Voilà. Now, in many ways, it's almost born out of your own frustration, I think, when you looked at the country. So you took action. Talk to us again, particularly about, I want to put infrastructure and energy together. As you say, you have some good business perhaps in the cities, but the roads are not connected. So if you cannot move the goods to market or vice versa, in the rural areas they can't bring the goods and produce to the cities. And if you can't keep the lights on and keep the power on, it's you know, you're stuck in just a vicious cycle that you're not going to get out of. So these, as you say, must be probably among the absolute priority, because when people get back to work, when they can sell their goods, when they can move from A to B, this really gives them a lot of power and a lot of pride as well to get back to work. This is essential. Bon, c'est vrai parce que, en fait, pour l'énergie, je prends l'exemple, comme vous venez de le dire, de ces 2 secteurs. L'énergie et les infrastructures routières. Ce sont des prérequis du développement. Nous ne pouvons même pas parler de développement si nous n'avons pas de route dans un pays. Nous ne pouvons même pas parler de développement si nous n'avons pas de l'énergie électrique dans un pays. Et je prends l'exemple d'un pays comme Haïti. Nous avons 300 jours de soleil chaque année. Et l'énergie renouvelable n'est pas exploitée. Je veux parler de l'énergie solaire. L'énergie solaire n'est pas exploitée en Haïti. C'est à partir, je dirais, de 2017, ça fait 2 ans, que nous avons mis sur pied des projets pour électrifier les zones rurales. Parmi les 2 500 000 familles, disons, je veux parler des ménages que nous avons en Haïti, c'est environ 30% qui sont électrifiés. Et pour les zones rurales, 100% de ces ménages n'étaient pas électrifiés quand je suis arrivé au pouvoir en 2017. Et il y a 1 150 000 ménages dans les zones rurales. C'est pour ça que nous avons un grand programme d'électrification rurale qui s'appelle, dans la langue vernaculaire d'Haïti, Kaipam Cléré, où nous apportons de l'électricité solaire dans les familles qui utilisaient dans le temps des lampes à kérosène. Et nous avons fait en fait un projet pilote sur 10 500 familles. Et c'est à partir de ce projet, dans la grande réforme que nous sommes en train de faire dans le secteur de l'énergie, que nous allons électrifier toutes ces familles. Et pour les routes, pour parler en fait de la production, de la production agricole, il faut interconnecter les zones de production avec les villes. Mais si vous n'avez pas de route, comment que vous allez produire dans une zone et connecter cette zone avec les zones de consommation? Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de faire une grande réforme dans ce secteur. Je veux parler du secteur des infrastructures routières. Et aujourd'hui,
en Haïti, nous avons 1550 km de routes qui sont en construction dans le pays 2 ans après. Mais le pays a un besoin de 6000 km de routes. Je veux parler du pays entier, parce que Haïti, ce n'est pas un pays, je dirais, comme le Panama, qui fait près de 75 000 km². Nous avons seulement 27 700 km². Et avec un programme ambitieux que nous avons là maintenant, pour construire 4000 km de route en 5 ans, nous allons pouvoir connecter tout le pays et mettre les zones de production en connexion avec les zones de consommation. And this, of course, is really getting back to basics. And I can see that, you know, you're passionate about just getting the normal people out to work and be able to move from A to B and actually get the country moving again and get it working again, because it sounds like it had been absolutely devastated. But with the reform of the energy sector that you're putting in place, this is beginning to work. There's, well done on a big project, what, $147 million recently from Taiwan in terms of updating the energy grid. I mean, it's happening slowly, but it has to happen before anything else can happen. C'est un secteur extrêmement difficile parce que je sais que je suis dans une salle où il y a beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs, de femmes d'affaires et d'hommes d'affaires. Et vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, le monopole. Quand vous êtes arrivé dans un pays où le secteur de l'énergie était un secteur de monopole. Je parle au passé maintenant parce que nous avons initié une réforme à partir de 2017. Aujourd'hui, cette réforme commence à apporter fruit parce que, en fait, nous avons un pays qui a un besoin, je dirais, seulement de 800 MW d'électricité pour électrifier tout le pays, pour avoir de l'énergie électrique dans les familles, 24 heures sur 24, pour avoir de l'énergie électrique dans l'industrie. Nous avons seulement besoin de 800 MW. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des zones, je viens de parler des zones rurales, mais il y a des zones urbaines aussi qui n'ont pas accès à l'électricité en Haïti. Et les zones urbaines qui ont accès à l'électricité reçoivent seulement entre 4 heures et 6 heures d'électricité par jour. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire là où nous sommes aujourd'hui? Si on avait seulement 4 heures d'électricité, vous n'allez pas pouvoir passer ces 8 heures de temps ensemble. Et pourtant, quand je suis arrivé au pouvoir en Haïti, j'ai vu ce problème de monopole. Et il y a, je dirais, 3 ou 4 personnes que l'État paie 12 millions de dollars chaque année pour 4 heures d'électricité par jour. J'ai pris la décision courageuse, je dirais, de faire cette réforme. Et je dois vous dire, aujourd'hui, cette réforme commence à apporter fruit parce que j'ai été personnellement à Taïwan l'année dernière et l'État haïtien a signé un prêt de 150 millions de dollars avec la République de Taïwan pour construire le réseau électrique métropolitain et construire le réseau de 51 petites villes que nous avons qui n'ont pas de réseau électrique aussi. Parce que le réseau électrique métropolitain, je veux parler du réseau électrique de la capitale, de la ville de Port-au-Prince, c'est un réseau qui est vieux de 50 ans. C'est un réseau qui était construit pour environ 20% de la population qui vit actuellement dans la zone métropolitaine. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision. Et la construction de ce réseau va démarrer bientôt, je dirais d'ici cette année. Nous allons avoir la possibilité d'avoir un réseau électrique flambant neuf pour recevoir les 800 MW que je viens de vous parler. Quand je parle de 800 MW, je veux parler de 400 MW pour la zone métropolitaine et les 400 MW qui restent, c'est pour le reste du pays. Absolutely essential when we just take it so much for granted here. But talk to me about political stability. Again, it's something that investors would be looking at, and perhaps they've looked at Haiti over the years, and maybe chaotic might have been a word that they might use, but political stability or instability would have made investors very nervous. You are making this almost a personal mission
to bring harmony in many ways. Do you think you can do it? Je dois vous dire, je suis un entrepreneur, je sais de quoi je parle. L'argent a peur du bruit. Et pour que l'argent, en fait, arrive chez vous, il faut qu'il y ait de la sérénité. Et c'est pour ça que moi-même, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que la stabilité politique, c'était en fait ma fameuse phrase de campagne. J'étais clair pour dire que la stabilité politique est le premier des biens publics. Cela veut dire, quand je parle de biens publics, vous comprenez bien de quoi je parle, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, etc. Mais pour moi, la stabilité politique, c'est le premier des biens publics, parce que je dois vous dire que je suis un enfant de la crise. J'ai connu des moments difficiles dans le pays aussi, et après 33 ans de transition démocratique, nous sommes arrivés à un carrefour où les Haïtiens doivent se regarder l'un l'autre dans les yeux pour commencer à se parler, à dialoguer, pour commencer à dire aujourd'hui, nous voulons mettre notre pays sur les rails du changement réel. Mais pour ce faire, nous devons dialoguer. Et c'est pour ça, depuis mon arrivée au pouvoir, nous sommes en train de mettre les Haïtiens ensemble. Nous sommes en train d'introduire, je dirais, ce dialogue permanent entre Haïtiens pour arriver à un pacte de gouvernabilité sur les 25 années qui viennent, pour dire voilà l'Haïti que nous rêvons tous, une Haïti stable, une Haïti où les Haïtiens peuvent se parler entre eux. And of course, this is a message that investors will really want to hear, but they'll want to see it happening. They'll want to know it's happening. And they will also want to know that their investment will be safe. Obviously, all investment will carry some risk, but they need to believe. They need to be able to trust you as the leader, and they need to be able to trust all of the functions of government and also the institutions that are there, that their money is safe, that their investment is safe. And you're talking about tourism, you're talking about financial investment, you're talking about free zones. You have a long list. But where would you prioritize if investment is to come to your country right now? Maintenant, je dois vous dire qu'Haïti, c'est un pays, c'est un territoire presque vide. Je prends l'exemple des îles adjacentes que nous avons en Haïti. Nous en avons 5. Et l'expérience que nous avons fait depuis des dizaines d'années avec la Royal Caribbean Cruise Line, qui est une compagnie de croisière qui fait le tourisme de croisière. Nous recevons actuellement en Haïti près de 800 000 touristes de croisière chaque année. Yes, yes. Et pourtant, nous avons toute une série d'îles, je dirais, vierges, qui sont extrêmement belles dans le pays, dans le sud, dans le nord, dans l'ouest. Je prends l'exemple de la grande île de la Gonâve, qui est une île. Cette île, elle est plus grande que Singapour. Et pourtant, c'est une île qui est vide. Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de prendre une loi, et cette loi est effective maintenant pour faire de la Gonâve et un centre financier, et un centre attractif, un centre technologique. Et c'est pour ça, nous venons tout juste de nommer un directeur pour cette île. Et voilà, il y a une opportunité, et l'opportunité, elle est là. Je prends l'exemple de l'île de la Gonâve. Là, je parle du tourisme. D'autres secteurs d'investissement. Parlons de l'agriculture biologique aujourd'hui. Parce qu'il y a une demande pour les produits organiques dans le monde entier. Et je prends l'exemple du marché américain. J'ai écouté avec attention mon frère d'Honduras. Il a parlé que Honduras se trouve à 2 heures d'avion des États-Unis. Nous sommes à 1 heure et 20 minutes des États-Unis. Et nous sommes à moins de 2 jours par bateau des États-Unis. Et nous avons, et je parle des études que nous avons réalisées pendant 14 mois, nous avons réalisé les études des plaines vierges que nous avons en Haïti. Nous avons environ 500 000 hectares de plaines qui peuvent produire
des produits organiques dans le pays. Et de ces plaines-là, nous sommes en train de construire notre premier barrage d'irrigation après 70 ans. Et ce barrage d'irrigation qui va en fait irriguer une plaine dans le nord-est d'Haïti, et toute cette grande zone du nord-est, entre le nord et le nord-est, nous parlons d'environ 100 000 hectares de plaine fertile avec une dizaine de rivières et avec un port qui est tout près, je veux parler du port du Cap-Haïtien, et avec un aéroport international aussi, de l'aéroport du Cap-Haïtien, et nous recevons des vols quotidiens entre la Floride et le Cap-Haïtien. Et quand je parle de cette zone, il y a le parc industriel de Caracol aussi, qui est dans cette zone, qui est exploité aujourd'hui à environ 30%. Cela veut dire, tout est là, en termes de main-d'œuvre aussi. Nous avons une main-d'œuvre très jeune. Sur chaque 100 Haïtiens vivants, il y a 70 qui n'ont pas encore 30 ans. Cela veut dire justement pour vous dire que la main-d'œuvre est là aussi. Le marché est là parce que entre les États-Unis et Haïti, nous avons signé en 2000 un accord d'échange où nous avons la possibilité d'exporter 5000 produits sur les États-Unis sans droit de douane. Alors justement, pour vous dire que l'opportunité, tout est là. Il faut seulement, il nous faut maintenant de l'investissement seulement. And one of those areas now, in your private, in your professional life previously, 2012, you actually operated an agricultural free zone. So you have seen how this can work, and now you look to expand this. And from what it sounds, I mean, there's huge demand, as you say, for organic food, for good food that grows to all over the regions. So if this would be one area. Also, you talk about the United States and also the taxation too. Talk to us about the Hope Help, particularly in the textile industry, and where are the prospects for that? That's also very, very, a prospect that's right with there at the moment. It's happening. Je viens de vous parler de 5000 produits. Le textile se trouve à l'intérieur de ces 5000 produits. Mais le textile est pour nous aujourd'hui un secteur, une filière porteuse. Pourquoi? C'est parce que nous avons 52 000 emplois créés dans ce secteur aujourd'hui, avec près d'une dizaine de parcs industriels. Je veux parler de parcs industriels publics et de parcs industriels privés. Pour les parcs industriels publics, nous en avons 2. Et je viens de vous parler du parc industriel de Caracol. C'est un parc qui est construit pour desservir, je dirais, pour créer près de 50 000 emplois. Mais aujourd'hui, au niveau du parc de Caracol, nous avons 15 000. Justement pour vous dire combien ce secteur, le secteur textile, c'est un secteur porteur pour Haïti. Il y a le parc industriel de Codévi qui se trouve tout près de la frontière entre la République dominicaine et Haïti, et qui a une possibilité aussi d'aller jusqu'à 20 à 30 000 emplois. Nous en avons 10 000 aujourd'hui. Il y a les parcs industriels qui se trouvent dans la zone métropolitaine aussi. C'est un secteur porteur. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur, mais on aimerait justement non seulement produire du bas de gamme, nous pouvons aussi passer du bas au haut de gamme maintenant. S'il y a des gens qui sont intéressés à s'installer en Haïti pour la production du haut de gamme en Haïti aujourd'hui, nous sommes prêts. Now, also when we look at the income per head in Haiti, it's very low. And it's also, you look at the neighbors in Dominican Republic, and I think there's a differential between in Dominican Republic per year, it could be $7,000. In Haiti, sometimes it could be as low as 700. You know, so how do you keep that workforce there? Because there's also quite a lot of emigration and migration. So how do you keep your workforce there? How do you bring hope back to the people? And obviously, from what you're saying, and the fact that you were voted in on these policies, there is hope and there is trust there. But you know, you have to move on this quickly. And I think we've seen this around the world in areas where there has been political instability, and particularly jobs for the youth. They have to get to work, they have to have hope, but it has to be seen to be happening quickly, and the distribution of wealth has to be happening. Is it happening quickly enough? Are you getting feedback?
Je dois vous dire, pour construire une maison, il faut premièrement construire la base de la maison. Et quand je suis arrivé au pouvoir, moi et mon équipe, nous étions clairs là-dessus. Nous n'allons pas pouvoir, en fait, créer des conditions pour faire venir l'investissement sans ne pas parler des prérequis du développement. Je retourne un peu en arrière pour vous dire, créer l'espoir pour ces gens-là, il faut créer les conditions pour la création d'emplois. Parce que la richesse se crée dans la création d'emplois, dans la création des opportunités pour des entrepreneurs. Je veux parler des petits entrepreneurs, des PME. Je veux parler des grands investissements aussi. Mais pour ce faire, il faut les prérequis. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, premièrement, de la stabilité politique qui est le premier des biens publics pour nous. Et nous nous efforçons pour faire le sacrifice nécessaire pour que les Haïtiens, je veux parler des hommes politiques, des gens du secteur privé qui ont certains monopoles dans le pays. Et je veux parler aussi des Haïtiens, je dirais, moyens pour leur expliquer qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose aussi, dans la création des zones franches, vous avez parlé de cette zone franche privée que j'ai créée moi-même. Mais là, aujourd'hui, il y a une possibilité, avec la nouvelle loi, par exemple, sur la copropriété en Haïti, le secteur de la construction, qui est un secteur extrêmement important dans le pays, où nous avons une demande de maisons chaque année qui dépasse les 20 000 appartements. Et pourtant, nous n'avons pas, en fait, sur ce secteur, l'État, depuis 2012, il y a une loi qui permet, en fait, à quelqu'un d'acheter un appartement à l'intérieur d'un immeuble. Ben, en fait, il n'y a pas encore, en fait, d'investissement massif dans ce secteur. Et il y a une demande, nous avons une demande aujourd'hui de 200 000 appartements dans le pays. Et c'est quand je parle de demande de 200 000 appartements, on parle d'investissement de 4 à 5 milliards de dollars. Et les preneurs sont là, les gens qui, je veux parler des fonctionnaires publics, des policiers. Nous avons près de 16 000 policiers dans le pays, des professeurs d'école, des infirmières, qui sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais en fait qui peuvent payer un appartement sur 15 ans, sur 20 ans. Justement, pour vous dire, il y a beaucoup de secteurs où, en fait, la création de richesses que vous venez de parler, ce sont dans ces secteurs-là que nous allons créer ces richesses. Et autre chose, je prends l'exemple du secteur agricole. Nous allons créer des zones d'agro-exportation dans le pays. Et pour créer ces zones d'agro-exportation, il faut résoudre le problème foncier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'État est en train de déclarer d'utilité publique des grands espaces pour permettre, en fait, aux investisseurs étrangers qui veulent venir investir dans le secteur de la production agricole en Haïti ou dans la transformation, de trouver des terres qui sont disponibles, mais des terres qui sont disponibles avec des routes, de l'électricité, de l'eau aussi pour faire de l'agriculture, d'un port pour exporter les produits agricoles. So finally, I mean, I can see your passion, I can see that frustration that's there, I can see how you're working so hard, but you have an international image to shift. And how are you going to change that international image about Haiti? Because perhaps in the past it was not the image I think that you now want to be there. You want to change that image. So what are you going to do to make sure that you can change that image? And indeed, how can we help? Je dois vous dire que changer, c'est un mot un peu difficile, mais les gens, je veux parler des Haïtiens, ils commencent à comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses que nous devons changer en Haïti. Je prends l'exemple de l'image d'Haïti à l'extérieur que vous venez de parler. La stabilité politique que je retourne encore,
il y a en fait, il y a en fait l'image, ça va, il y a en fait l'image d'Haïti que vous venez de parler. Pour changer cette perception, parce que parfois, quand on parle d'image, il y a beaucoup de perceptions dans l'image aussi. Parce que Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, c'est 146 villes. Parfois, s'il y a une chose qui se passe à Port-au-Prince, mais cette même chose ne se passe pas au Cap-Haïtien. S'il y a une chose qui se passe dans le sud, cette même chose ne se passe pas dans le nord. Alors maintenant, je dois vous dire que nous autres, nous sommes en train de travailler pour créer cette stabilité. Parce que la stabilité, le changement d'image que nous voulons, c'est à partir de cette stabilité politique que nous avons besoin pour faire comprendre à nos frères qui font de la politique en Haïti que l'économique marche de pair avec le politique. Il ne peut pas y avoir, en fait, vous ne pouvez pas parler de pouvoir politique sans le pouvoir économique. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour montrer à nos frères qui font de la politique dans le pays que c'est une nécessité, pour ne pas dire une obligation, pour ce pays d'avoir, en fait, de connaître une sorte de sérénité au niveau politique. Mais en termes d'image, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour montrer au monde entier que Haïti, qui était une destination humanitaire, aujourd'hui, nous sommes en train de changer cette perception, cette image-là, pour dire qu'Haïti n'est pas seulement une destination humanitaire, c'est une destination d'investissement, où des gens peuvent venir investir dans le pays, où des entrepreneurs, je prends l'exemple d'un secteur comme le secteur minier par exemple, c'est un secteur qui est vierge dans le pays. Il y a des chiffres, les chiffres sont là. On dit qu'Haïti a beaucoup de mines d'or dans son sous-sol. Haïti a beaucoup de mines de cuivre, de mines d'aluminium. Et pourtant, ce sont des mines inexploitées. Nous sommes en train de travailler pour faire passer des lois au niveau du Parlement, pour qu'on ait des lois qui peuvent permettre en fait à des entrepreneurs miniers qui veulent venir faire des exploitations en Haïti pour qu'ils puissent venir exploiter ce secteur, parce que c'est un secteur porteur dans le monde entier. And again, we could have a whole other discussion on all of those opportunities. I want to thank you so much for that very frank discussion, for that very inspiring discussion in terms of where you're looking at the country, and I think you have taken a very, very personal responsibility to drive this. So please, for all of you, I want to thank you so much for joining us, His Excellency, Mr. Juvenal Moise. Thank you so much, sir. It's been my absolute pleasure to have this time and to have this conversation with you. Thank you so much. Thanks. Good luck with everything. We really thank you for being here, and thank you again for your very, very frank discussion. Thank you so much. And we wish you the very best of luck. So that was wonderful to have that opportunity. Again, His Excellency from Haiti. Thank you so much. What time tonight? Reception tonight? Starting now. Okay. And tomorrow morning, 9 tomorrow morning. 9, start at 9:30. Okay. And once again, thank you so much. It's been a wonderful day. Thank you all so much for being here. And I mean, that was just such an uplifting conversation, I think, that we had there to finish it off. So I'm really very grateful to His Excellency for being with us and taking the time, and to you for staying. Our evening reception will be starting outside by the pool very, very shortly. I believe maybe now, so I think you can go there and, you know, meet some more colleagues and enjoy the evening. And also, of course, be back here on time. We're starting, I believe, 9:30, but be here at 9. We might have been a little delayed today. Maybe we'll start at 9:25 tomorrow morning. So if we are here with us at 9 tomorrow, we'll get started, and it'll be time for everybody to meet as well. And again, we have a fabulous, really action-packed morning. So I hope you've enjoyed today, and I hope you've made some great connections. And again, let's continue those connections and networking now for this evening. So once again, I hope you've had a wonderful day. I hope you're all wired and inspired. And we'll continue this conversation, and we'll see you again in the morning. Thank you all so much.